Fin ce vendredi en Côte d'Ivoire du dépôt des candidatures pour les élections législatives. Le scrutin est prévu pour le 6 mars prochain. De graves accusations de viol révélées par l'ONU au Tigré. L'organisation affirme avoir reçu des rapports troublants de violences sexuelles et d'abus dans la région éthiopienne. Et puis en Tunisie, des familles de personnes arrêtées dénoncent des interpellations arbitraires. Elles appellent à la libération des leurs. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Bienvenue à tous. Ce vendredi 22 janvier, cela fait 3 ans que l'ancien international de football George Weah est devenu président. Âgé de 54 ans, il lui reste encore 3 années à la tête de ce pays ouest-africain de moins de 5 millions d'habitants, marqué par la guerre civile de 1989 à 2003 et l'épidémie d'Ebola de 2014 à 2016. Bilan de la présidence Weah à mi-parcours. Avec son programme pour les pauvres et sa promesse d'une politique prenant en compte les besoins de la jeunesse, George Weah avait suscité des espoirs immenses en accédant au pouvoir en janvier 2018. 3 ans plus tard, cependant, la situation reste très difficile pour la majorité des Libériens. La pandémie de Covid-19 a frappé une économie déjà fragile. Sur le plan sanitaire, le nombre de cas officiellement recensés est très bas, mais les mesures de confinement et l'absence de touristes ont contribué à une contraction de l'activité économique en 2020. Il y a 1 an, en janvier dernier, des manifestations importantes avaient été organisées pour dénoncer le manque de résultats du président Weah. Parmi les réalisations toutefois à mettre à son actif, la gratuité de l'université publique, des constructions de routes et des travaux de rénovation de certains bidonvilles. Des projets toutefois ternis par des soupçons de corruption et de fraude. Sur le plan politique, les résultats définitifs du scrutin du 8 décembre n'ont toujours pas été annoncés. Des sénatoriales couplées à un référendum modifiant la Constitution. Selon les résultats partiels, le parti au pouvoir a perdu des sénateurs et le non au référendum est majoritaire. Le test prévoyait notamment une réduction du mandat présidentiel. Les opposants craignaient qu'avec cette réforme, George Weah s'offre la possibilité de briguer un jour, lui aussi, un 3e mandat. Je le disais en titre, en Côte d'Ivoire, les candidats aux législatives avaient jusqu'à ce vendredi soir 18h pour déposer leur dossier de candidature. Le délai initialement fixé au 20 janvier a été prolongé de 2 jours par la commission électorale à la demande des partis politiques. Les électeurs seront appelés à renouveler l'Assemblée nationale le 6 mars prochain. Au sein des états-majors politiques, les 3 semaines qui viennent de s'écouler auront été compliquées à gérer. Dans l'opposition, l'unité affichée en début de mois aura été de courte durée. Le FPI Tendance Afin Guesson accusait il y a quelques jours le PDCI et l'EDS, la plateforme Pro-Gbagbo, de discuter de candidatures uniques entre eux en laissant les autres partis de la coalition d'opposition à l'écart. Le FPI AFI a donc décidé de faire cavalier seul. Des tiraillements internes qui ont aussi provoqué le retrait du COGEP de Charles Blé Goudé de la plateforme CDRP. Le GPS, le groupement politique de Guillaume Soro, a annoncé de son côté qu'il ne présentait pas de candidat sous ses couleurs, tout comme 10 autres petits partis. Cette période de sélection des candidats aura donc sérieusement malmené le front de l'opposition né lors de la campagne présidentielle. Autre difficulté pour les partis, se conformer à la nouvelle loi sur la représentativité des femmes. Loi qui impose un quota de 30% de candidates. Les partis d'opposition ne cachaient pas leurs difficultés à aligner des femmes dans la course. Enfin, autre inquiétude dans les partis quels qu'ils soient, le nombre de candidatures sans étiquette. De nombreux candidats non retenus pourraient se présenter en indépendant et grignoter les voix de leurs formations respectives. La commission électorale publiera les candidatures le 31 janvier prochain avant de les transmettre pour validation au Conseil constitutionnel. Quant à la campagne électorale pour le compte de ces législatives, elle débutera le 26 février prochain pour s'achever le 4 mars.
Les Nations Unies ont déclaré avoir reçu des rapports troublants de violences sexuelles et d'abus dans la région éthiopienne du Tigré. Le Premier ministre Abiy Ahmed y a lancé une opération militaire en novembre 2020 pour y déloger les responsables régionaux. Ces rapports de l'ONU mentionnent notamment des personnes forcées de violer des membres de leur famille et des femmes obligées d'avoir des relations sexuelles pour obtenir des biens de première nécessité. Je suis très inquiète des graves accusations de violences sexuelles dans la région du Tigré, en Éthiopie, notamment d'un grand nombre de viols présumés dans la zone de Mekele, la capitale régionale, a déclaré la représentante spéciale de l'ONU chargée des violences sexuelles commises en période de conflit. J'appelle tous les acteurs impliqués dans les hostilités au Tigré à adopter une politique de tolérance zéro face aux crimes de violence sexuelle. Le Premier ministre Abiy Ahmed a lancé le 4 novembre une offensive militaire contre les autorités dissidentes du Tigré, issues du Front de libération du peuple du Tigré, avec qui les tensions étaient croissantes depuis des mois. Prix Nobel de la paix 2019, Abiy Ahmed a proclamé la victoire le 28 novembre lors de la prise de la capitale régionale Mekele. Mais certains leaders du TPLF ont fui dans cette région montagneuse et ont promis de continuer à se battre. Aucun bilan précis n'est jusqu'ici disponible, mais l'International Crisis Group a évoqué plusieurs milliers de morts dans les combats. Dans son communiqué, la représentante spéciale de l'ONU chargée des violences sexuelles commises en période de conflit souligne que les centres médicaux font face à une augmentation des demandes de contraceptifs d'urgence et de tests pour les maladies sexuellement transmissibles, ce qui constitue souvent des indicateurs de violences sexuelles lors des conflits. L'administration d'intérim au Tigré n'était pas joignable dans l'immédiat. Pour commentaire. Au Mali, le décombre macabre se poursuit dans le rang de l'armée. 3 soldats ont été tués ce jeudi par un engin explosif improvisé. L'attaque est attribuée au groupe djihadiste. Les 3 membres de la garde nationale, l'un des corps de l'armée malienne, ont trouvé la mort. Leur véhicule a sauté sur un explosif entre Koro et Mondoro, près de la frontière avec le Burkina Faso. C'est ce qu'ont indiqué 2 responsables militaires sous le couvert de l'anonymat. L'attaque a fait 5 autres blessés, ont-ils dit. L'un d'eux est dans un état critique, a dit un médecin également sous le couvert de l'anonymat. Ces soldats sont les derniers à mourir à cause d'engins explosifs improvisés, l'une des armes de prédilection des djihadistes contre les forces armées dans la sous-région. 5 casques bleus de la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, ont été tués en janvier dans des attaques impliquant de tels engins. Avant eux, les engins explosifs improvisés ont causé la mort de 5 soldats de la force anti-djihadiste française Barkhane le 28 décembre et le 2 janvier. Lundi, c'est au Niger, autre pays sahélien secoué par les agissements djihadistes, qu'une mine artisanale a tué 4 soldats de l'armée nationale dans le sud-est, proche du Nigeria. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, en visite au Mali pour faire le point sur l'effort de paix et rencontrer les autorités de transition mises en place par les militaires après le coup d'État d'août 2020, a insisté lors d'un entretien avec l'AFP sur la nécessité d'adaptation plutôt que sur le nombre des effectifs de Barkhane face des forces anti-djihadistes françaises de 5100 soldats au Sahel, alors que la France envisage réduire le nombre de soldats. Encore une fois, ce n'est pas une question de nombre, ce n'est pas une question de plus ou de moins, c'est une question d'adaptation permanente et c'est un travail qui se poursuit. Une question d'impact. Que pouvons-nous faire pour améliorer encore l'impact ? Il y a énormément de travail qui a été fait. Je le rappelle, malgré les pertes qui sont évidemment regrettables du début de l'année, nous avions eu beaucoup moins de morts, malgré un nombre accru d'attaques l'année dernière. S'il y a des groupes ou des éléments de groupes djihadistes ou terroristes qui peuvent être amenés ou encouragés ou vouloir venir à la table de négociation. Parce qu'une négociation, c'est forcément un partenariat, c'est forcément quelque chose qui suppose au départ, au minimum, la volonté de s'asseoir à la table de négociation. Et donc, c'est une question, je crois, qui devrait être éclaircie et dont la responsabilité de l'éclaircir
relève d'abord des autorités maliennes de transition. Ce qu'il faut, à mon avis, en tant que partenaire, c'est nous mobiliser pour tout faire pour que ces objectifs ambitieux soient tenus. C'est important de tenir ces délais, bien sûr, c'est ambitieux, mais il y a toujours une vertu propre dans des délais ambitieux. Ça met la pression et ça permet de faire avancer les choses probablement à un rythme plus soutenu. Autre information en Tunisie, les parents des personnes arrêtées par la police sont en colère. Ils dénoncent des interpellations arbitraires de la part des forces de l'ordre. Après 6 nuits de troubles nocturnes, plus de 1000 personnes ont été arrêtées. Illustration à travers ces éléments. Pour les arrestations, c'est un nombre assez important. Donc, on n'a pas de chiffres, bien sûr, exacts de la part du ministère. Ce qu'on a comme chiffre là maintenant, en termes de tendance, d'après les informations qu'on a et aussi de ce que nous avons comme information de couloir, c'est au niveau de 1000 personnes. 1000 personnes qui sont un petit peu éparpillées partout et dont 30% sont des mineurs, des enfants. Toujours selon les informations que nous avons pu collecter des avocats qui travaillent dans ces tribunaux, parce que heureusement qu'il y a une énorme mobilisation des avocats qui est en train de se mettre en place pour défendre ces personnes, mais qui sont extrêmement dépassés parce que personne ne les écoute. Eh bien, selon les avocats qui sont à Benarous, ils nous disent qu'hier, les procureurs de Benarous auraient traité 110 dossiers en 4 heures ou en une demi-journée, ce qui ne garantit absolument pas le respect de la procédure pénale et la garantie des droits de ces personnes. C'est ce qu'on pourrait dire des procès expéditifs. Or, il semble, des informations que nous collectons, que la loi 5, donc la loi qui garantit les droits des personnes gardées à vue, elle est totalement bafouée dans le cadre de ces arrestations-là. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et bonne suite de programmes sur Sika TV.